Je me souviens d'une chose, c'est que mon grand-père, quand il m'a mis dans le train, il nous a emmenés en gare et il m'a soulevé dans ses bras comme ça et il me dit là où tu vas aller, les gens, ils ne parlent pas comme nous, ils parlent taratata, taratata. Ça, je me souviens très fort. Je n'avais pas compris sur le moment, comme il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend après. Voilà, donc effectivement, quand je suis arrivé en France, c'était autre chose, quoi. Mais c'était la première déchirure, ça, de ma vie, qui m'a poursuivi tout le long, d'ailleurs. Ce partage d'abord de deux pays, de culture, au départ, puisque maintenant, ça, c'est quand même... Et puis, bon, cette adaptation, je pense, je suppose, avec mes grands-parents, mes parents qui partent, c'est une déchirure, et retrouver mes parents, c'est une redéchirure avec mes grands-parents, et redéchirure, enfin bon... Et je pense que ma vie a été marquée par ça. Je pense que, oui, quand je vois le travail que je fais sur moi, le travail de mon œuvre, on sent qu'elle est partagée, oui, qu'elle est déchirée quelque part. La première chose que j'ai crié avec mon père, il était venu me chercher en vélo. Il m'a mis sur le porte-bagages et il a mis ma mère a pris ma sœur sur un autre porte-bagages et nous avait acheté des glaces. Et ma mère avait aussi fait sécher des raisins qu'elle avait mis de côté pour nous le faire goûter puisqu'on est arrivé en octobre. Voilà. Mais ce qui m'avait frappé le plus, et c'était comme ça, il paraît que j'étais derrière la moto, enfin la moto, le vélo, et je criais « Tatouche, tatouche, yes mototsek ». C'est-à-dire « Papa, papa, regarde, il y a une moto », quoi. Et c'était quelque chose, une moto, c'était pas courant à ce moment-là. Et surtout en Pologne, il devait bien y avoir très très peu, quoi.
Et ça, mon père me l'a rappelé souvent, quoi. Hein, Tatouche, patch, yes, motorcycle. Puis ensuite, j'ai eu le goût des raisins tout de suite. Ces raisins secs qui étaient là, qui étaient encore... c'est aussi quelque chose qui m'est resté, qui me reste encore aujourd'hui. D'ailleurs, si j'aime aller dans le Beaujolais, si j'aime aller dans cet endroit de mon enfance, c'est parce qu'il y a le goût, parce qu'il y a ça. Bon. C'est vrai que j'ai visité d'autres caves, quoi, tu vois, Bordeaux, mais c'est pas le Beaujolais, quoi. Pour moi, c'est pas le Beaujolais. Enfin bon, c'est pas que les autres, c'est pas bien. Hein, c'est le contraire, je ne sais pas ça, mais le Beaujolais, c'est le Beaujolais, quoi. Il n'y a pas d'antillais, quoi. Non, il doit faire un film sur les sculptures de Ciesla, tu vois. Ah, ouais, d'accord. Tu vois un petit peu, hein, ce qu'il filme, tu vois. Premier contact avec la... Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir, je l'avais dit ça, j'aurais aimé avoir un hectare ou un petit vin, tu vois, m'en occuper. J'adore. Et tu cisailles comment la vigne, là, pas cisailler? Toujours avec la... Au Périllon, je fais à la main. Oui. Et là, j'ai acheté une machine. Ah ouais. Ouais. Parce que c'était mon père qui sulfatait, moi j'étais... On a une chaleur, et mon père, tu y vas. Et c'est vrai qu'étant très attaché à la nature, enfin pour moi, il y a trois choses qui sont dans mon œuvre. C'est la nature, en priorité. Ensuite, il y a la femme dans toute sa splendeur, dans tout ce que c'est. Je ne dis pas les femmes, je dis la femme. Et puis enfin, tout ce que la vie me frappe à ma porte, c'est-à-dire tout ce qui est science, tout ce qui est vie, quoi. Je ne suis pas insensible, mon atelier est ouvert. Je suis ouvert à ça, c'est-à-dire je ne me suis pas enfermé dans une tour d'ivoire, quoi. Mais tout le long, jusqu'à maintenant, j'ai l'âge, pas un âge canonique, mais enfin un âge déjà bien avancé. Et ça, on voit cette tangente dans mon œuvre qui est la nature, la femme et la science. Enfin bon, c'est la vie, quoi. Ces symboles conjoignons les images cosmiques et les songes les plus profondément enracinés dans l'inconscient humain, s'éclairent dans une classification des images suivant les 4 éléments eau, feu, air et terre. Ce n'est pas pour rien que ces 4 éléments ont joué un si grand rôle dans les premières cosmogonies, dans les anciennes philosophies de l'univers, dans cet étrange complexe d'idées et de rêveries que fut l'alchimie. On était d'abord à Fleury, donc le plein centre au Beaujolais, mais je me souviens d'avoir fait des bêtises, par exemple. Mon père avait acheté un arrosoir, un bel arrosoir tout neuf, pour arroser son jardin. Et moi, je voulais déjà, parce que pour moi, c'est d'inventer, c'est de créer quelque chose, d'inventer. Je ne savais pas que je serais sculpteur, que je serais peintre, je ne savais pas. Mais c'est une chose qui me revient comme ça. Et j'ai voulu montrer à ma sœur comment, c'est-à-dire, j'avais mis du petit bois, du journal dans cet arrosoir tout neuf et j'ai mis le feu. Et je tournais comme ça, c'est-à-dire je tournais, donc le vent s'engouffrait dans l'arrosoir et il sortait par le toit arrosé. Et à un moment donné, cet arrosoir m'est resté dans la main, puisqu'elle était soudée à l'étain, et elle s'est détachée complètement. Et ça c'est resté. Alors donc voilà, et c'est cela, un petit peu, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que je fais quelque chose, là, bon, voilà, je suis dans les... Il faut récupérer les morceaux, hein. Voilà, et je crois que toute ma vie est un petit peu comme ça, quoi, quelque part. Oui, alors donc, c'est l'époque des cabanes. Alors là-dessus, alors un peu plus, c'est-à-dire un an ou deux après, j'étais dans le Beaujolais. Alors le Beaujolais, nous habitions, enfin mes parents, et moi j'étais avec eux, dans un hameau qui était le hameau du Souzy, et nous étions, il y avait 15 vignerons. 15 vignerons, c'était 15 couples qui étaient là, bon, plus les autres qui étaient... bon, alors il y avait des enfants qui étaient de mon âge, quoi.
Alors on jouait, bon, on jouait à la petite guerre, on jouait au papa, on jouait à la maman, enfin bon, au docteur, etc., etc. Et c'est vrai qu'on commençait à construire des cadoles. J'ai fait des cadoles quand j'étais enfant, et on construit toujours ces cadoles. Toute sa vie, on construit des cadoles. On construit notre cabane, on construit notre abri, on construit notre mère, on construit le ventre de sa mère, on est là, quoi. Et effectivement, ces cadoles que je réalise aujourd'hui, ce sont des choses dans lesquelles on ne peut pas rentrer. On rentre par l'esprit, mais c'est aujourd'hui parce que j'ai une vie qui est derrière, quoi. Et donc, ça signifie aussi, pour essayer d'être un peu court, je me souviens d'être avec des enfants de CM2, et donc ça se passait dans une école qui est à Salé-sur-Sanne exactement. Et on a travaillé justement, enfin j'ai fait faire à ces enfants des cadoles. En papier d'abord, papier, tissu, fibres, etc. De façon à ce qu'ils peuvent manipuler leurs mains, etc., etc. Puis il y a eu d'autres cadoles, enfin avec du bois flotté. Mais il y avait cette petite cadole, chacun, il y avait une vingtaine d'élèves, et il y a eu 20 petites cadoles comme ça, comme des toiles de tente. Et je leur disais que pour que ça vive, pour quelque chose vive, pour qu'une œuvre vive comme ça, il faut insuffler quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui est au-dessus. Bon, alors on ne va pas parler de tous les éléments, pourquoi arriver à ça. Et je dis, il y a une chose, c'est que vous mettez un secret dedans. C'est comme si vous insufflez un secret dedans, et à ce moment-là, l'œuvre va vivre. Enfin, c'était théoriquement, mais c'était quand même assez fort. Là, je suis un peu rapidement, mais ce qui est important, ce qui est intéressant, et amusant à la fois, c'est qu'il y a une inspectrice qui vient, mais c'était la fin de mon contrat, c'est la fin de tout, elle vient et elle regarde ça, elle dit, c'est quoi? C'est quoi les cadoles? Je ne savais pas si c'était une cadole, mais ce n'est pas la seule. Alors je dis à un des élèves, peux-tu expliquer ce que c'est qu'une cadole? Ah oui, c'est bien, c'est bien. Et elle regarde ça, elle regarde, ah c'est bien, c'est pas mal, oui, bravo, bravo, c'est bien. Mais il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Et il y a un des jeunes, qui est un des élèves qui était là, tout à fait au fond de la classe, et qui dit, on rentre par l'esprit, madame. Je crois que c'est ça, quoi, je veux dire. Et donc définir, voilà une cadole, voilà définir quelque chose qui est... il y aurait d'autres choses comme ça à définir. Alors c'est vrai que dans ces cadoles, c'est des petites cabanes. Je me rappelle avoir construit ça vers un étang.
Et où j'étais, bon, si je recevais une raclée, par exemple, j'ai fait quand même pas mal de bêtises aussi, je ne devais pas avoir un caractère très simple, puisque ma mère me disait toujours, sale caractère, sale caractère. Je crois que j'avais une mère qui m'aimait beaucoup. Et donc, je me réfugiais là dans ces cadoles, dans ces petites cabanes, voilà. Et puis j'amenais aussi des petites copines, qui étaient de mon âge, 3-4 ans, enfin 4 ans, peut-être un peu 5 ans. On ne pensait pas à autre chose, c'était des choses qui étaient là, quoi. Et c'est vrai que je m'étais fait vraiment, dans cet espace de vie, m'a marqué énormément. Nous avons vécu 7 ans dans ce Beaujolais, dans cet endroit-là, et cela me marquait terriblement. Ah d'accord, C'est ça. c'est moi qui passe ma vie maintenant. Ah oui, d'accord. Vous êtes où dans la maison, à côté, non? Celle-ci là. Dans celle-là, là? Oui. Mais elle ne communique pas avec l'autre devant. Ah si, ça communique. Ça communique d'un maintenant. bloc maintenant. C'est tout pour lui. Parce qu'avant, c'était deux, le régisseur habitait dans l'autre maison. Ah, et nous, on habitait ici, dans les années 30, 30 et quelques, quoi. Alors, il y a des souvenirs qui sont... il y avait les écuries étaient ici. Ouais, et si vous voulez voir, il n'y a pas de problème. Hein, On va y aller, je pense. Les grands. Il n'y a pas dû y avoir beaucoup de transformations depuis. Parce que moi, j'ai rien touché ici. Hormis un peu l'entrée, j'ai bricolé un petit peu. Vous aviez l'escalier qui arrivait ici. Voilà l'escalier. Vous aviez l'escalier qui arrivait là. Et ici, là, mon père m'avait mis un miroir, là. Enfin, il a mis un miroir, il a fait un trou. Oui. C'est mon père qui l'a fait, le trou. Ah bah, il est toujours trou, hein. La porte est toujours là. Voilà, c'est mon père qui a fait ça. Ben, tiens, puis là, il encadrait. Ça, c'est sûr. Il y avait si le ça lit, se il trouve- était ici. Et si ça se trouve, là, Ben, il était là, oui. le badigeon n'a pas changé. Si ça se C'est trouve. ça, oui, c'est ça, exactement. Le souvenir que j'ai, oui, vraiment. Voilà. Ça, c'est étonnant, alors. Donc il y en avait une autre de l'autre côté. Oui, oui, oui. Ça, alors, c'est étonnant, ça. Ah oui, ça, c'est tout typiquement mon père, quoi. Qui fait un trou, il l'encadre. C'était pour voir s'il ne laissait pas la lumière, je crois. C'était parce que c'était pour l'éclairage, quoi. D'accord. Mon père est issu d'une famille qui est paysanne, c'est sûr, des bons paysans. Et il a voulu être un petit peu quelqu'un, comme on dit. Bon, donc il a fait l'armée, il s'est engagé dans l'armée, il a, je crois, abîmé un capitaine de sa colère, il était très, très, très coléreux, très, très violent. Bon, enfin, passons là-dessus. Il vient en France, et donc il apprend aussi un métier, qui est donc forgeron, il a forgé, et serrurier. Mais c'était un bricoleur né. J'ai un de mes fils qui est pareil, qui a repris le flambeau de ça. Il était capable de tout. Il était capable de faire une chaise, de faire une brouette, de refaire une roue d'une charrette. Je l'ai vu faire, de souder par exemple un socle de charrue, alors que maintenant on a les postes à souder, etc. Mais lui soudait à la forge. Quand il est venu en France, il est venu avec un contrat de 10 ans pour travailler la terre. Il s'est engagé avec l'État français de l'époque de ne pas travailler, c'est-à-dire il ne pouvait pas reprendre son métier. Il s'est engagé à travailler la terre. C'était 2 contrats à ce moment-là, soit un contrat de 10 ans pour travailler la terre, ou un contrat de 5 ans comme mineur. Donc il a choisi vigneron. Et puis, bon, les récoltes, la première récolte, ça va. Vigneron, il s'est fait un peu d'argent, enfin pas mal même d'ailleurs. Deuxième, ça s'est bien passé, il a acheté le cheptel, l'autre que l'achat machin. Puis la 3e année, la récolte s'annonçait belle, très bonne. Et puis, au moment de la vendange, quelque temps après, la grêle. C'est arrivé la grêle, donc une chute de récupérer cette récolte. Bon, alors il dit, bon, on fera avec, on va se débrouiller avec les vaches, il n'y a pas d'allocation familiale, il n'y avait rien de tout ça. Et je me suis dit, bon, voilà. Mais je me souviens de ça, c'était le 10 mai. L'année suivante, c'était un 10 mai. Donc il faisait beau, il y a un temps magnifique. Et la vigne était haute comme ça déjà, avec les petites grappes qui étaient là, et ça a gelé.
Le gel est arrivé, paf. Ça a rasé aussi encore, donc 2 années sans récolte, ce qui n'était pratiquement pas pensable de vivre, pas d'allocation familiale, rien du tout. Donc il fallait tenir. Donc il y avait le jardin, il y avait les vaches, mais ça ne suffisait pas. Donc il a été trouvé le forgeron du coin, qui était à Quincier, et il s'est mis à forger. Il a demandé, bon, il ferrait les chevaux, il savait tout faire, quoi. Hein, donc. Et c'est comme ça que j'ai appris à forger, c'est comme ça que je travaillais avec lui, etc. Donc, et puis, ce qui me captivait surtout chez lui, c'était tous ces ingrédients qu'il avait autour de sa forge, des petits pots, des seaux, etc., qu'il mélangeait pour le métal, pour le polissage, pour tout ceci. Et donc j'ai des sculptures qui sont typiquement de ce secret de mon père. On a une sculpture qui est ici, on se demande quel vernis j'ai mis. J'ai pas mis du vernis dessus. C'est des vernis qui sont des propolis, des choses que mon père avait quelque part. Voilà. Ce sont des produits naturels, tout simplement. Bon, enfin voilà. Tu as retrouvé avec beaucoup d'émotion sa forge. Ah ben j'ai retrouvé, oui. Mais j'ai complètement oublié ça aussi. Mon père avait installé la forge, je ne sais pas où. Je crois il y a un tuyau, là, je me demande s'il n'a pas fait ce tuyau pour ça. Oui, oui. Il a dû Il mettre n'est ça. pas innocent, là. Il n'est pas innocent et je crois qu'il a dû faire une semblant de hotte. Ah oui, parce qu'on voit, c'est même des trucs de charrue ou de machin, je sais pas quoi. Oh, c'est un cornet de poil, ça. Non, parce que, attendez, c'est plus épais que ça. Ah, non, c'est vrai fin. Ah, oui, mais c'est lui qui a dû le faire, ça. C'est lui qui a dû le faire, et la forge était là. D'accord. La forge était là, sauf que, Oui, ça fume, ça fumait de partout, quoi. Donc ça rentrait, on toussait. Et là, je sais pas du tout s'il n'avait pas mis des choses comme ça, là. Et je crois qu'il avait accroché quelque chose ici, il servait pour... Ah oui, c'est tout à fait lui, ça, c'est tout à fait son travail à lui. J'ai oublié parce que je ne voulais pas vivre polonais. Je ne voulais pas vivre polonais pour 2 raisons. Il y avait 2 raisons. La première qui était d'ordre général et d'ordre politique, si on peut dire, mais je ne connaissais rien à la politique, mais quand même, c'était le rideau de fer. Quand on arrivait déjà plus pauvre vers Châtillon-d'Azergues, c'était le rideau de fer. Et puis c'était le communisme. Et le communisme, qu'on faisait peur. Il faisait peur, quelque part. Et donc, pour moi, quand je suis allé au consulat de Pologne, c'était derrière des grilles, des choses qui étaient vraiment très, très... J'ai dit non, ça ne peut pas marcher. Pour moi, ça ne collait pas. Et puis, d'autre part, ma mère était très... C'est un petit bout de bonne femme qui avait énormément de caractère. Elle a dû m'en passer un petit peu quand même. Et il fallait que je fuis tout ça. Il fallait que j'oublie, quoi. Il fallait que je parte. Je ne sais pas, ce que là, il faut dire aussi, c'est que mes parents, je reviens un petit peu en arrière, avaient signé un contrat de 10 ans. Et ils se sont dit, bon, c'était les années 30, dans 10 ans, on va retourner en Pologne, donc il n'a pas besoin d'apprendre le français, ça ne lui servira pas grand-chose, c'était la machin, etc. Alors que ça peut toujours servir. Et puis, bon, ben voilà, et puis c'est comme ça, ce fait, je n'ai jamais été à l'école, jamais, sinon que le garde champêtre venait me chercher régulièrement. Mais il m'a emmené une journée, le lendemain j'étais à la maison parce qu'il fallait travailler, on était nombreux, etc. Et donc la guerre est arrivée, la guerre de 40 est arrivée, donc ils sont restés là, je me suis naturalisé, etc. On est donc devenus français. Voilà un petit peu un parcours très rapide de ça. Mais donc après vous êtes allé à Châtillon au moment de la guerre. La guerre, bon il y a eu, c'est vrai qu'il manquait des choses, mais nous on n'a pas manqué vraiment de nourriture. Mon père était très habile, était très... il a construit un moulin. On moulait notre blé et on faisait notre pain. Il y avait le four et on faisait notre pain. On avait des lapins, on avait des poules, on avait de la viande, on avait... donc on n'a pas souffert de ça. Moi, je n'ai pas souffert en tant qu'enfant. Mes parents, bien sûr, ont travaillé dans ce sens-là. Mais la guerre, quand même, venait dans ce sens-là. Alors, il y a des choses qui sont... Bon, la chose la plus tragique que j'ai vécue, c'est nous étions en train de sulfater la vigne. C'était en juin, juillet, je ne sais pas si c'est en juin, parce que les acacias étaient en fleurs. Et bon, moi j'étais encore gamin, j'avais 12-13 ans. Et mon père m'avait trouvé une petite sulfateuse en sulfate. Et puis on voit arriver un camion, là-bas dans la plaine, on voit arriver un camion. Et puis bon, on voit il y a des hommes qui descendent de ces camions. Il y avait une espèce de taillis qui était là. On se dit, mon père dit, mais ça doit être ça doit être des résistants qui sont là. Effectivement, on a entendu des coups de mitrailleuse, ça partait,
des rafales, quoi. Et puis, on entendait après, paf, 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 des coups de fusil. Et puis, les gars sont montés dans le camion, sont partis en chantant la Marseillaise. On s'est dit, tiens, c'est quoi voilà, donc... et puis bon, on va partir. Puis, mon père, ça l'avait travaillé, on s'est précipité, on est descendu, on était pratiquement les premiers témoins de ça. Et c'est un taillis. Là, il y avait 52 cadavres, dont des cadavres qui bougeaient encore, des gens qui bougeaient encore. Et ce qui m'avait plus frappé, c'était un jeune qui était en culotte courte. Je ne sais pas quel âge il avait son casse-croûte dans la musette, quoi. Et ces cadavres m'ont marqué énormément. Je n'ai pas pu, pendant des années et des années, supporter l'odeur de l'acacia, quoi, la fleur de l'acacia. Donc ça, c'est le côté le plus tragique de la guerre que j'ai vécue. Alors là, il y a les armes aussi. C'est vrai qu'il y a les armes, il y a les dessins qui vont avec. Ces armes, ce sont des anti-guerres, et c'est parce que pour que l'homme puisse se protéger, mais pas tuer. Un peu, et chaque fois qu'on peut se servir de cette arme, d'abord, celle qui est au centre, là, la corne, c'est impossible de la dégager. Elle est dans son équema. Celle-là, elle est enveloppée dans son sarcophage en verre, quoi. Hein. Et c'est simplement pour faire peur et non pour tuer, sinon pour... Et l'autre aussi, l'arme est engluée, et les autres aussi sont englués, et ça ne peut pas s'en servir, quoi. À l'époque, il n'y avait pas de frigo. Donc, il y avait un petit cabanon dans lequel il était à l'ombre, enfin, il était au nord, quoi. Il était au frais. Et ma mère faisait des harengs marinés tous les ans, et qu'on mangeait. On mangeait pour le Nouvel An, quoi. Nouvel An, et ça sentait bon, finalement, ça sentait bon, c'était incroyable. Et alors, il y avait un petit fenestron, comme ça, puis il y avait rien, et je passe. Et j'allais coucher dans la grange, un peu plus loin, on couchait dans la grange. Et j'attendais que mes sœurs dorment, et mes frères s'endorment, et je suis reparti. J'ai fait marcher, j'ai pris une chaise, et puis je plonge la main dans les harengs marinés, je le prends et je le mords dedans. Et là, tac, il y avait du feu, c'est-à-dire qu'il y avait du phosphore, et ça brillait au clair de lune, quoi. Putain, c'était le diable, quoi. Mais je peux en parler, pourquoi la fugue? Je l'ai dit parce que je fuyais d'abord ma mère, qui était quelqu'un qui avait du caractère énorme. Et puis il fallait fuir la Pologne, il fallait fuir une chose qui n'était pas... Jusque-là, je n'avais jamais couché dans un lit. On couchait dans une grange, avec l'été dans une grange, dans le foin, et l'hiver dans l'écurie. On était dans un hameau, ça commençait à Châtillon, là on avait déjà notre lit, c'était autre chose, et encore. Et donc ça aussi c'est quelque chose qu'il fallait... C'était tout à fait normal en Pologne. C'est pas tellement la misère, mais c'était normal. Les enfants, ça allait dans la grange, ça allait dans l'écurie, etc. J'ai eu comme une espèce de complexe, quoi. Je faisais un complexe de ça. Et donc il fallait que je fuie, tout ceci, c'était pas possible. J'avais autre chose. Quoi, je ne savais pas quoi. Mais j'avais autre chose. Et bon, il y avait une chose quand même, c'était dans l'idée. À Pommiers, Châtillon d'Azergues, il y avait un prêtre qui venait une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, il venait pas régulièrement, et nous donnait des leçons de polonais. Il a dit à mes parents, et je me souviens très bien, il m'avait frappé comme ça tous les jours, comme ça. Et il dit à mes parents, Joseph, c'est Józek, puisqu'en polonais c'est Józek, il faudrait qu'il aille à une école, il ferait un bon ingénieur. Moi, pour moi, c'était quelque chose. Je pourrais être ingénieur, quoi. Attends, mais je connaissais rien. Moi, pour un bon ingénieur, à partir de ce moment-là, ça sonnait en moi, et c'était quelqu'un qui pouvait tout inventer. Donc, je n'ai pas fait la machine, encore les liaisons entre la création et ça. C'est-à-dire qu'un ingénieur pouvait tout inventer. Voilà. Et pour moi, le rêve, c'était de devenir ingénieur. Pas du tout sculpteur, c'était de devenir ingénieur. Et donc, je me suis tiré pour devenir ingénieur. Donc, je fais une fugue, Châtillon d'Azergues, Lyon. 25 km, à peu près 25-26 km, mais par les prés, par les comment on appelle ça, les coursières, enfin bon, je connaissais la nature. Je suis avec des brodequins,
avec des clous comme ça, mon père fermait les chevaux, il m'a ferré ça dessus, donc voilà. Un pantalon qui me faisait 3 fois le tour de la taille, attaché avec une ficelle, une musette qui est faite par ma mère dans les tissus avec un petit casse-croûte que j'avais dedans, et puis je fous le camp. Et donc j'arrive à la gare de Gorge, pas à la gare, oui, j'arrive à la Gorge de Loup, ça s'appelait Gorge de Loup. Et là, il y a un bureau de tabac, et il y a une petite étiquette, cherche apprenti, tuliste. Alors, tuliste, je ne savais pas ce que ça voulait dire, je n'avais encore lu un petit peu machin, alors je me fais expliquer où ils cherchaient l'apprenti. C'était à la Croix-Rousse, c'était rue du Roc, et c'était des établissements bourgeois qui étaient vers la clinique protestante, qui n'existe plus maintenant, qui a été transplantée. J'étais embauché sur le champ, alors je me suis présenté l'après-midi, et le lendemain, je travaillais. Et je croyais fabriquer des tuiles, et j'ai fabriqué du tulle. Donc ça a été la confusion totale. Et ça m'a poursuivi, c'est-à-dire que le textile m'a poursuivi jusqu'à maintenant. Donc c'est des sculptures, pour moi, on a réalisé des grandes sculptures comme ça qui font 10 mètres à 2,50 m de hauteur. Ce sont nos teintures, ce sont notre travail, ce sont notre tissage qui est là. Alors ça part des vêtements, ça part jusqu'à la thermo-impression, et il manque toute une partie de ces tissages, encore qui est emballé là, qui va partir ce soir, que vous allez voir là-haut à la Louvet. Je rentre dans cette usine et j'ai été repéré. Donc le patron me prend à la bonne, comme on dit, le patron, il m'aide aussi, puis il me dit, bon, il faudrait inscrire à l'école de tissage. Et il m'inscrit à l'école de tissage pour que j'aille, mais ça s'est passé 1 an après, quelque chose comme ça. C'est pas passé dans les 48 heures, il a fallu quand même que je fasse mes preuves. Et je ne vous dis pas que c'était hard à ce moment-là, hein. C'est-à-dire que je n'avais pas ni à bouffer, ni rien du tout, parce qu'il fallait attendre la première paye, etc. Et j'avais rien. Hein. Alors là aussi, il y a quand même quelque part des signes dans ma vie. Et l'idée, c'est toujours cette idée qui est là, c'est-à-dire que j'arrive à un stade où je ne vois pas d'autre solution que le suicide. C'est plusieurs fois que ça m'arrive dans ma vie. Hein. Le seul m'échapper, c'est le suicide. Et je vais pour me suicider sur le bord du Rhône. Je vais sur la berge du Rhône pour me suicider. Bon, d'abord, c'est un petit peu ridicule parce que, sachant nager, je sais que je n'aurais pas résisté, ou alors il fallait mettre une pierre autour du cou. Mais je m'assois sur le bord du Rhône, là, le Rhône qui coule, je suis tout seul, je dois chialer, je dois être complètement désemparé. Puis là, une paire de gants bord frais avec un portefeuille et de l'argent dedans. Voilà. Aussi que ça paraisse, c'était comme ça. Donc j'avais un peu d'argent, j'ai pu me payer une chambre un petit peu, il était à personne, je n'avais pas de nourrir, rien du tout. J'avais gardé ces gants comme relique pendant très longtemps, avant de me retrouver. Voilà, ça c'est une des choses. Mais il faut dire que je rentre à l'école de tissage et je fais des progrès très rapides. Je dois être doué quand même quelque part parce que je veux dire que toutes les mécaniques textiles, etc., je fais du laboratoire, tout ceci, je n'avais pas de mystère pour moi. Par contre, les mathématiques et tout ça, il y avait des mystères, l'écriture, ça c'était quelque chose, mais ça c'était comme ça. Et quand même, je ne dois pas être quelque chose, puisque Pierre Montel, qui était ministre de l'Industrie à l'époque, c'est-à-dire 5 ans après, à l'école de tissage, me remet 3 premiers prix. Quand je travaille dans cette usine, qui est donc, pour ne pas le nommer, qui est donc Donien, une très grosse usine de textile, qui était réputée dans le monde entier. J'ai travaillé j'ai réalisé le tissu du couronnement de la reine Elisabeth. Donc, et mon petit-fils qui dernièrement me dit « Papy, c'est vrai que tu as réalisé la robe du couronnement de Louis XIV ?» Je dis « Non, moi, je n'ai pas tout mélangé, mon trésor. C'est pas passé comme ça. Je sais des choses qui sont amusantes. » Mais là, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à travailler le métal, j'ai appris la teinture, j'ai appris l'analyse du fibre, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai travaillé énormément parce qu'il fallait que je réussisse. Comme dirait mon ami Zoritchak,
qui dit un étranger, c'est un étranger, quelqu'un qui est, comment on appelle ça, qui vient en France, il faut qu'il sache 2 fois plus de choses, parce qu'il faut s'en sortir quelque part. Au moment, pour moi, j'approche être ingénieur, d'avoir ce diplôme d'ingénieur, eh bien, je suis appelé pour faire mon service militaire. Voilà. Donc, ça a coupé court à ce que je voulais, c'est-à-dire, encore une fois, je n'arrive pas à ça, et je m'inscris à l'école des Beaux-Arts, parce que j'avais ça en moi, qui était... Je dis, bon, l'industrie textile ne sera pas pour moi, mais il fallait attendre quand même plusieurs années pour que je lâche tout ça. Mais déjà là, j'ai commencé à faire. Surtout ce qui était important, c'est sa première leçon. Toute première leçon. D'abord, il m'a demandé, je suis arrivé avec mes sous-mains, mes cartons, je travaillais, je dessinais le paysage, j'avais tout trouvé, je ne connaissais rien du tout. Il me dit, je lui dis, maître, j'aimerais travailler avec vous, est-ce que c'est possible? Il me dit, oui. Il me dit, ma condition, vous déchirez, vous brûlez tout ce que vous avez fait avant. Il me dit, parce que c'est là vous vous bousillez quelque part. Et j'ai brûlé, je l'ai écouté, j'ai brûlé. Ça n'a pas été facile, ça ne s'est pas fait comme ça en 24 heures. J'ai gardé 2-3 choses, mais pas plus. Et je vais le trouver avec un crayon et du papier. Et il me dit, asseyez-vous là. Dans la cour, là-haut à Fourvière, il y avait des blocs de pierre. Il faisait beau. Je prends mon carnet de croquis et je dessine mes blocs de pierre. Bon, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, parce que c'est... Et je me demandais qu'est-ce qu'il me fout, il va se foutre de ma figure, quand même, quelque part, quoi. Ça a été une grande leçon pour moi. Et je lui montre, assez fièrement, je lui montre, elle me dit non, 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 non. Osservez, osservez, osservez. Elle était suisse-italienne, osservez. Et il me dit, voyez-vous ce trait-là? Regardez là, cette ligne qui est ici. Elle se détache sur des choses différentes, les unes des autres. Le trait partant d'ici et là n'est pas le même, la vision n'est pas le même. Donc ce trait a déjà des vibrations. C'est ce qu'on appelle une valeur. Là-dessus, vous mettez votre pulsion de votre main, la délicatesse ou la pulsion de votre main. Donc vous dessinez quelque chose là. Donc il y a une deuxième valeur. Si ces 2 valeurs sont bien accomplies, sont bien ici, il va se passer une 3e valeur, ce qu'on appelle la spiritualité, quelque chose qui vient au-dessus de vous. C'était la première leçon qui m'avait vraiment marqué. J'ai fait ces 28 mois de service militaire. Bon, encore, je ne vais pas vous raconter tout, mais j'étais avec des sursitaires, puisque j'ai 30 ans, pas tout à fait, puisque j'ai 29 ans, et j'étais avec des sursitaires. Je me suis fait des copains, qui par la suite sont devenus des rabbins, sont devenus des évêques, il y en a qui sont devenus philosophes, ils sont devenus aussi. Et voilà, on s'est gardé un bon moment, puis on s'est perdu un peu de vue, mais ils m'ont éclairé, et là je découvre Bachelard. Je découvre Nietzsche, Bachelard, je découvre ces philosophes. Pour moi, c'était une découverte incroyable, incroyable. J'ai 30 ans. Voilà, et donc, je me fais encore sur le tas. Et ça, c'était un point fort dans ma vie d'artiste, quoi. Voilà, c'était une chose. Et là, à partir de ce moment-là, je décide que je ne serai plus dans l'industrie textile, mais que je serai peintre, sculpteur. Je ne savais même pas que je serais sculpteur à l'époque. Et pour vous dire une autre chose, comme ça me poursuivait, c'est quand j'ai donné ma dédite et que j'ai pris ma décision de ne plus travailler à l'industrie textile, c'était en février 68. Puisque j'étais obligé de donner ma démission 3 mois à l'avance, j'étais cadre supérieur. Et je me retrouve dans la rue en mai 68. Là aussi, c'est quand même un événement et c'est quand même quelque chose qui marque aussi dans ma vie, qui a marqué aussi. C'est mai 68, mais ma décision a été prise bien avant de lâcher l'industrie textile. Mais bon, on ne peut pas lâcher ça comme ça. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une femme à ce moment-là. Et donc, je décide de tout lâcher. À un moment donné, j'ai fait des rencontres, et j'ai tout lâché. J'ai lâché donc ma première épouse, j'ai lâché... et puis, je me suis retiré
tout en travaillant, mais je me suis retiré. Je me souviens de passer des week-ends, des moments de vacances, tout seul. À Valencin, j'écoute aussi, je mets tout seul, c'est-à-dire un retour sur soi complet. C'est pas facile aussi de se retrouver, de se remettre en question complètement. Et je me dis, bon, c'est pas facile aussi de rompre un divorce, de rompre un mariage. Ça m'a travaillé énormément, ça s'est fait dans la douleur. Et donc c'était des rencontres aussi d'un niveau Père Jean-Baptiste m'a aidé énormément dans ce sens-là. Et je rencontre un moine qui avait été ingénieur à Cerclay et qui était rentré dans les ordres. Et il était à la Trappe, en Dombes. J'avais demandé, enfin moi j'avais fait un séjour de 8 jours, de façon à prendre des décisions comme ça. Et cet ingénieur m'a dit, mais il ne faut pas, enfin cet ingénieur, ce moine, l'ingénieur qui était là, il dit non mais il ne faut pas rester comme ça, c'est le seul. Il dit parce que vous allez rendre malheureux tout le monde et vous ne le réalisez pas. Il faut que vous puissiez vous réaliser. Je divorce. Et je me dis, je me planque à Valencin, pas très loin d'ici. Et je vis pendant 2 ans comme une espèce de moine, avec plus voyant personne, etc. On a sur moi. Je me dis, je ne veux plus faire je ne refais plus ma vie avec une femme, etc. Donc, comme quoi la vie elle fait mentir, puisque je rencontre Paulette, qui est dans le même établissement qui rentre, qui est une jeune stagiaire, qui rentre dans l'établissement où je suis, il y a 450 personnes, dans cette usine où je travaille. Et elle rentre comme secrétaire dans la direction. Puis là, il va apparaître aussi des rencontres, plusieurs rencontres, dont un ami qui était très lié en politique et qui est le bras droit, mais vraiment, de Mermaz, de Mitterrand. C'est un ami qui était intime à l'époque. Et donc je rentre là-dedans. Je rentre pour la première fois en politique. Ne sachant pas vraiment... Et je trouvais que c'était... voilà. Donc je rencontre un monde que je ne connaissais pas du tout. Moi, je vais toujours à fond, comme j'ai toujours été, comme cet arrosoir dans lequel j'ai mis du feu qui a éclaté, c'est pareil. Je fais quelque chose et qui est là aussi. Donc on voit, j'ai des sculptures métalliques. J'ai la sculpture, par exemple, qui est de Vélone, pour en venir. Donc le métal vient à peu près dans les années 70. Quand on vient ici, nous sommes là, avec comme un accord avec Paulette, donc d'où vient la sculpture métallique, on tue un cochon. On tue un cochon, on invite des amis, et bon, c'est la fête pendant 3 jours. C'était aussi de retrouver, à ce moment-là, donc il y a des rencontres qui se font, comme Marcel Maréchal, comme Bernard Ballet, comme Drouot, Jean-Claude Drouot, comme tous ces noms qui sont ici, ça venait là, ça venait pour cette tuerie. Mais pour cette tuerie, il fallait quand même un charcutier digne de ce nom. Et grâce à des amis qui m'ont dit, maintenant, il y en a un qui est là, qui est super, c'est un homme qui est véritablement, et c'est vrai. Donc je rencontre un charcutier. Et c'est un homme absolument extraordinaire, qui a une connaissance de beaucoup de choses, et qui est très tourné vers la nature, qui est très nature. Et qui un jour arrive dans la cour, là, avec sa petite camionnette, puisqu'il habitait à Amiens. Et dans cette camionnette, il y avait, non, c'était pas ici, c'était à Valencin. Il y avait une forge, un enclume, voilà. Et il dit, ben, ça c'était à mon grand-père, mon père ça n'a jamais servi, puis moi non plus. Toi, ça pourra peut-être se servir. Et j'ai donc rallumé la forge, et je me suis mis à travailler des sculptures en acier, que l'on peut voir ici, c'est-à-dire que l'acier, bon, voilà, tout était là, quoi, mais je ne savais pas, j'ai même oublié ça, quoi. Hein. C'était assez magique, assez formidable. Et quand j'ai allumé la forge, c'est assez magique, quoi. Ensuite, je veux dire que quand moi j'ai réalisé mes premières sculptures métalliques qui sont enfin couleur, polychromie, qui sont ici, c'était quand même une première. J'ai exposé ces sculptures sur les Champs-Élysées, à l'espace Cardin. Je veux dire, à l'époque, ça a fait du bruit. Bon, et puis il y a Colette Mani, qui était vraiment quelque chose. C'était une rencontre, c'est 68, c'est énorme. Et elle a tourné pendant 1 an, 1 année, avec mes toiles sur des plateaux sur les scènes importantes en France.
À ce moment-là, il y avait très peu, il y avait les projections qu'on se faisait, mais c'était très compliqué pour avoir aujourd'hui c'est simple, on a des écrans, ça vient, mais à ce moment-là, il faut dire que c'était pas simple. Donc elle tournait avec elle avait choisi 10 toiles de moi. Et je les avais montées à Paris, dans son appartement. Elle les avait analysées. Je retourne la voir quelque temps après. Machin. Puis elle me dit, il s'en est passé des drôles de choses chez toi, dans ta vie. Et effectivement, dans mes toiles, j'ai vu ce qui s'était passé. Si j'ai eu des émotions, c'est que j'ai vécu des drames épouvantables aussi. Pas vécu uniquement, j'ai vécu vraiment des choses très fortes. Plus que fortes. Et ça transparaissait dans mes toiles. Et donc là, j'ai arrêté de peindre pendant 20 ans. J'ai réalisé une maison sculpture extraordinaire chez un médecin ami. Et je me suis fait mal au genou, je me suis fait claquer le genou. Je me fais opérer par le professeur de jour, qui opérait les grands footballeurs du monde, etc. Maintenant, ça se fait différemment, voilà. Et je suis, mais la bête, rien ne me résiste. Je suis, bon, et je me fais opérer, tout ça se passe bien, etc. Bon, enfin, j'écourte encore, puisque je vais plus loin, je vais au fait. Et 8 jours après, je fais une embolie pulmonaire. J'ai failli passer. J'ai failli y passer, puisque j'ai eu un massage cardiaque, j'ai eu tout ceci, c'est-à-dire, ça s'est stoppé. J'ai fait une dépression nerveuse, en fait, une dépression qui a duré près de 4 ans. C'était énorme. 76 dans les années, pour arriver aux années 80. Mais là-dessus, il y a un autre fait qui était surprenant, qui fait partie de mon œuvre, qui fait partie de ça aussi. Si j'écris, si je fais quelque chose, c'est, je pense, grâce à ça, grâce pour ça. C'est que j'ai un frère qui a 7 ans, moins de moi, qui est plus jeune que moi, mais plus fort que moi encore. Bon, rien ne lui résistait non plus, sa physique. Une bonté, il écraserait une araignée, il pleurait, mais d'une force, une force incroyable. Et surtout qu'il ne fallait pas toucher un cheveu me concernant, à tout point de vue physique ou n'importe quoi. C'était vraiment, mais fort. Et on se retrouve, et lui, il est parti à ma place en Algérie. Non, non, frangin, toi, tu restes ici. Toi, tu restes là. Tu as des gosses, machin, tu restes là. C'est moi qui pars à ta place. Et donc, lui, il est parti à ma place en Algérie. Donc, j'aurais dû être en Algérie. Et j'ai parti, mon autre frère est parti au Maroc à ce moment-là. Donc, moi, je suis resté là. Donc, il m'a protégé. Et la chose étonnante, la chose qui est absolument, et qui me titille même aujourd'hui de ça, c'est ce frère qui me protégeait, qui était plein de santé, qui avait 49 ans. Je rentre en réanimation, puisque j'ai mon poumon qui se remplissent de sang, etc. Je dis pas comment j'étais sauvé, etc. Je rentre en réanimation à Bourgoin. Et mon frère, à la même heure, à la même minute, on rentre en réanimation à cardio à Lyon. Il est resté 3 semaines dans le coma. On a tenté une opération de 8 heures et plus, d'opération 16 heures, quelque chose comme ça. Il était très très aimé sur la place de Lyon. Il était boulanger et pâtissier. Il était très très aimé de... Et lui, il est resté, moi je suis là. Voilà. Ça, c'est une chose aussi qui me marque tout le temps. Et je me pince pour savoir si c'est lui ou c'est moi. C'est des événements qui sont... Donc j'ai vécu plusieurs chocs comme ça, plusieurs forces dedans. Et je crois que ce que disait Paul Klee aussi quelque part, qui dit qu'un enfant qui a perdu les siens, ou quelqu'un de proche, une fois la douleur passée,
est plus riche que les autres parce qu'il a des choses à dire. En ces jours du 60e anniversaire de la mort de Jean Moulin, consciente de cet héritage inégalable, notre université veut associer deux vertus inséparables, la grandeur et la dignité. Elle souhaite donc que ce jour soit l'occasion d'initiatives nouvelles, la réalisation d'un projet sculptural exceptionnel prévu par l'architecte de la manufacture pour la deuxième cour, confié à un sculpteur de talent, Joseph Ciesla, ici présent, et qui n'a pu être réalisé, celui de la fontaine Jean Moulin, dont vous saurons préciser dans un instant les divers éléments. Ce projet d'un coût élevé, justifié par son ambition, veut honorer celui qui était jugé comme une source de vie brutalement engloutie. Élabore un peu plus, qui se rapproche beaucoup plus de la réalité d'aujourd'hui. Cette recherche de ce visage de Jean Moulin, c'est déjà dès le départ, il y avait donc déjà une volonté moitié ombre, moitié lumière, et elle va s'accentuer petit à petit, et le symbolisme du chapeau qui va être là, qui va rester, le foulard qui disparaît, et ensuite c'est une empreinte qui est là, comme si Jean Moulin était pris dans cette terre. Non, simplement, c'est pas avoir simple mouvement, mais il y a tous les dessins préparatoires, il y a toutes les recherches, il y a toutes les lectures sur Jean Moulin, c'est une vie, quoi. Voilà, le premier jet qui commence à prendre forme, avec toutes les sortes de croquis. Et c'est la première chose que j'allais montrer justement au président qui était Guyot, qui était ça, qui est venu après ça, quoi, qui est déjà plus, qui s'est élaboré. Mais tout ça, ça a été déjà dans, voilà, une essence, quoi. Alors ça va être travaillé tel que, c'est-à-dire que il n'y aura pas de changement là-dessus, sur le bronze sera tel que, presque, enfin, il y aura que la polychromie qui, elle, va changer certainement. La patine, exactement, et pas de polychromie, ça patine. Alors ça a été assez difficile à trouver le rythme des lettres, c'est-à-dire que ce que je voulais que ce ne soit pas des choses qui soient vraiment imprimées, mais que c'est une empreinte qui reste, qui est un petit peu effacée, qui est un peu... qui est vivante, qui n'est pas du tout ce bout d'imprimé, tant qu'on la met, et qu'il y a quelque chose qui est là. Albert. C'est lui, c'est Albert Constantin. En ce qui concerne le travail de Joseph Ciesla, que je connais depuis une trentaine d'années maintenant, et je pense qu'il a accompli là, il est en train d'accomplir là une œuvre absolument extraordinaire. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir dans la signification de ce travail, à la fois son esthétique, le fait de s'emparer d'un espace urbain. L'artiste va travailler sur l'espace urbain, il travaille in situ, comme dirait Buren, c'est-à-dire il a pris l'espace, il s'en est emparé, il l'a dessiné, et il le réalise aujourd'hui, et après, ça sera à chacun de comprendre au fil de l'eau tout ce que Jo aura mis de sa pensée, de son savoir, de son être même dans cette œuvre d'art. Il va faire 1m70 alors qu'en réalité il va faire 1m80 en haut. Voilà. Alors c'est aussi amusant de voir ça, c'est au départ, ça va naître... Et donc, si vous venez filmer, vous allez voir le travail en fonderie, au moment du travail de la terre, comment elle va se transformer, comment elle va changer, quoi.
Ces étudiants sont des étudiants qui font le master Banque et Bourse, qui font le master Gestion de patrimoine. Ces étudiants, vous allez maintenant les sensibiliser à votre projet. Et sachez, parce que je les connais, que par la suite, ce seront d'excellents ambassadeurs pour sensibiliser cette fois-ci l'ensemble de l'université à votre projet. Merci. Enfin, j'aurais tellement de choses à dire. Tout à l'heure, j'ai dit beaucoup de choses. Je pense que j'ai dit beaucoup de bêtises aussi. Parce que, bon, c'est comme ça, c'est un peu... c'est trop rapide. Il faudrait préparer peut-être cette rencontre. Il manque des choses dedans, mais c'était un parcours. Comme là, c'est un parcours. Comme cette maquette est un parcours. Comme ce projet est un parcours pour l'instant. Et je crois qu'il faut qu'il aboutisse. Et que là, on aura d'autres discussions, d'autres choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus fortes encore. Et c'est à l'infini. Ça, c'est sûr que ça va devenir une autre sculpture. Ce ne sera pas du tout ce qui était au départ. Mais malgré tout, où les formes sont figées déjà. Mais il y a des imperfections, il y a des choses qui sont passées, des imperfections, il y a des, comment on peut dire, des incidents de parcours. Et donc il faut en tenir compte. La lumière également sur le bronze n'est pas du tout la lumière de la terre, n'est pas du tout la lumière du plâtre. Alors bon, là je crois qu'il y a un bon bilan qui est, on peut dire que ça a bien avancé. On n'a pas pris de retard, vraiment, la fonderie s'est bien passée. Bon, malgré quelques incidents de parcours qui sont tout à fait normaux dans un projet aussi gigantesque.
À chaque moment de notre vie, on a l'idée de la mort. Mais chaque fois que nous avançons un peu plus, cette idée de la mort comment dirais-je, s'éclaire davantage. Peut-être à faux, mais elle s'éclaire davantage. C'est-à-dire l'idée qu'on a de la mort à 18 ans, à 30 ans, à 40 ans, n'est pas la même. Et c'est vrai que, dire que j'ai peur de la mort, non, j'ai pas peur de la mort. Ce qui m'embête, c'est de laisser les miens, de laisser quelque chose qui est là. C'est un peu une tristesse quand même. Mais bon, je sens bien qu'on arrive vers quelque chose qui est là, qui est impalpable, qui est... bon. Et j'ai eu 3 choses qui m'ont marqué dans la vie. C'est-à-dire, je pense que je voudrais être incinéré. Parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup de place dans ce monde maintenant. Ça se remplit un peu trop. Et puis bon, pour de tas de raisons, peut-être, je ne sais pas. Enfin, c'est un de mes souhaits. Mais j'ai 40 ans. Et c'est la première fois que je fais une ascension, je vais en montagne. Bon, je marchais, j'ai toujours marché, mais faire de la montagne, une escalade. Et j'ai escaladé le Mont Aiguille. Le Mont Aiguille qui fait 300 et quelques mètres. Enfin, si on tombe de 300 mètres, c'est pareil que si on tombait de 8 mètres ou 5 mètres. Hein. Enfin, on se ramasserait peut-être plus en bouillie. Et c'est la première fois où j'étais encordé, je montais. Et j'étais très impressionné. Et à un moment donné, il y avait une faille comme ça, il fallait passer d'un côté et de l'autre, et là, il y avait 300 mètres quand même de vide au-dessus, donc sauter de l'autre côté, c'est quand même impressionnant. Hein. Mais ça, c'est une chose. Mais ce qui m'a surtout, c'était la beauté du lieu. Puis ce mystère de ce monde aiguille qui est là, qui est machin. Et puis il y a le plateau qui est là-haut, c'est un mystère, c'est quelque chose d'assez faramineux. Et puis c'était tout à fait le début de notre vie avec Paulette. Première ascension, première chose, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées à ce lieu-là. Et pour moi, c'est un lieu qui est à la fois magique, mais très fort dans ma vie. Et puis, il y a un autre lieu qui est quand je suis retourné en Pologne, il y a quelques années de cela, c'est Zakopane. C'est un petit village qui est donc le Chamonix de Pologne. Et là, il y a un cimetière absolument... merveille extraordinaire de poètes, où tous les plus grands poètes, écrivains, sculpteurs sont polonais, sont ici, sont inhumés, sont dans ce cimetière. Enfin, tous, une grande partie. Mais c'est pas du tout parce que je suis grand, parce que je vais être grand, c'est parce que c'est tellement un lieu magique que j'aurais envie d'être ici, d'être un peu témoin de ça, quoi. Et ça aussi, c'est-à-dire que, voilà, encore une déchirure, voilà, encore un partage. Alors, est-ce que je serai au Mont Aiguille, est-ce que je serai à Zakopane, ou est-ce que je serai dans mon jardin aussi, que j'aime bien, quelque part. Donc, il y a ça aussi. Alors, peut-être que, mais je dis, je ne vais pas vous faire courir, je ne vais pas te faire courir, vous jetez où vous voulez, mais j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Mais c'est un souhait, c'est tout, voilà, dans 3 lieux qui sont là. Troisième lieu, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire après Empreinte et Résurgence? Sinon qu'Empreinte et Résurgence, après le 10 octobre, puisqu'elle a été inaugurée à ce moment-là, je pensais que c'était une conclusion dans ma vie, c'est une conclusion dans ma vie d'artiste, dans ma vie de créateur. Je ne voyais pas, c'était un aboutissement. Effectivement, c'est une des parties d'aboutissement. Mais j'ai eu la surprise, une très belle surprise, puisque on m'a demandé, donc je peux le dire aujourd'hui, c'est l'architecte, le même architecte qui est un ami, qui m'a demandé si je voulais travailler au sein d'une chapelle. Donc une chapelle, il y a plein de choses dedans. Il y a les vitraux, il y a 11, 10, 12 vitraux qui sont à faire. Mais c'est quand même curieux que je pensais, moi, à partir de moment-là, d'Empreinte et Résurgence, que ça allait être terminé. Et puis voilà, c'est une autre nouvelle aventure.